Ils n'ont pas simplement défié Trump, ils ont cessé de le craindre. Ce matin-là, à 7h43 précise, 3 dirigeants républicains du Sénat entrent dans le bureau de Mitch McConnell pour ce qui devait être une réunion de routine. 47 minutes plus tard, ils ressortent. Et selon le contenu que tu as fourni, moins de 2 heures après, Washington bascule dans ce qui est décrit comme la révolte interne la plus grave depuis le Watergate. Le paradoxe est total. Donald Trump menace tout le monde, mais ce sont ses propres alliés qui commencent à lâcher prise. Et si tu penses que c'est une querelle politique de plus, détrompe-toi parce que ce qui se joue ici touche directement à la manière dont le pouvoir fonctionne et s'effondre. Ce n'est pas une dispute sur un texte de loi. Ce n'est pas une divergence idéologique. Le texte est clair là-dessus. C'est une rupture de contrôle. Tout commence quelques heures plus tôt, à 2h17 du matin. Donald Trump appelle le leader de la majorité au Sénat. Il exige un vote immédiat sur ce qu'il appelle l'Emergency Powers Expansion Act. Et il pose un ultimatum brut. Faites-le passer avant vendredi, où je lance des primaires contre chacun d'entre vous dans vos propres États. À ce moment-là, ce n'est plus de la négociation, c'est une démonstration de force. Mais voici le détail qui fait tout basculer. À 6h30, un enregistrement fuit. On y entend Trump dire, je cite mot pour mot, « I do not need the Senate. These people work for me ». L'audio circule parmi les sénateurs républicains les plus influents. Et selon le récit, la réaction n'est pas la panique. C'est la colère, une colère froide, parce que ce qu'ils entendent, ce n'est pas un président frustré, c'est un homme qui déclare le Sénat inutile. Et c'est là que tout change, parce que pendant 8 ans, la peur a été l'arme centrale de Trump. La peur de perdre une primaire, la peur d'être détruit politiquement, la peur d'être isolé. Mais ce matin-là, dans ce bureau fermé, quelque chose se fissure. Une question commence à s'imposer sans être prononcée à voix haute. Que se passe-t-il si cette menace ne disparaît jamais? Et surtout, qu'ont-ils décidé exactement derrière cette porte pendant ces 47 minutes qui a suffi à faire trembler toute Washington? Voici comment le cœur du problème se met en place et pourquoi ce n'est pas un incident isolé. Selon le contenu, ce qui se joue ce mercredi matin n'est pas un vote précis, ni même ce fameux texte sur les pouvoirs d'urgence. C'est un signal. Depuis des années, chaque crise suivait le même schéma. Trump frappe, les élus hésitent, puis reculent. Mais cette fois, quelque chose est différent. L'exigence n'arrive pas pendant une conférence de presse ni dans une négociation publique. Elle arrive à 2h17 du matin par téléphone et elle est suivie d'une menace directe. Passez-le avant vendredi ou je vous attaque tous. Ce n'est pas une demande. C'est un test de loyauté sous pression maximale. Maintenant, regarde le tableau plus large. D'après le texte, ce n'est pas la première fois que Trump utilise la peur comme levier, mais c'est la première fois que cette peur cesse de produire l'effet attendu. Pourquoi? Parce que le coup a changé. Un sénateur le résume avec une phrase citée noir sur blanc. « Je peux défendre le conservatisme. Je ne peux pas défendre le chaos. » Cette phrase n'est pas idéologique. Elle est mathématique. Elle suggère que quelque chose dans le calcul électoral et institutionnel s'est inversé. Mais voici la question qui force à regarder autrement. Si Trump peut menacer tout le monde, à tout moment, sans limite, alors quand est-ce que l'obéissance cesse d'être une protection et devient un piège? C'est exactement ce que ce moment expose. Ce n'est plus « si je m'oppose, je suis détruit », c'est « si je continue à obéir, je suis détruit de toute façon ». Et quand ce raisonnement apparaît simultanément chez plusieurs personnes au sommet, ce n'est plus une dissidence. C'est le début d'un basculement. Et maintenant, observe ce qui manque encore volontairement dans cette histoire. Personne n'a parlé publiquement. Aucun communiqué, aucun tweet, aucun démenti. Le silence est total et dans la politique américaine, le silence collectif est rarement un vide. Très souvent, c'est une préparation. La question n'est donc plus « y aura-t-il une confrontation ?» La question est « à quoi va ressembler la première preuve concrète que cette peur ne fonctionne plus ?» Voici la première preuve concrète et elle est brutale parce qu'elle montre comment ce système a fonctionné jusqu'ici. Selon le contenu, le contrôle de Trump ne reposait pas sur une idéologie, mais sur un mécanisme simple. Faire des exemples. En 2020, Mitt Romney vote pour condamner Trump lors du premier procès en destitution. La réponse est immédiate. Trump le traite de disgrâce totale. Le Parti républicain de l'Utah censure Romney. Il est isolé.
Le signal est limpide pour tous les autres sénateurs. Défiez-moi et voilà le prix à payer. Ce n'est pas une menace abstraite, c'est une démonstration publique. Puis vient 2021, Bill Cassidy vote à son tour pour condamner Trump lors du second impeachment et d'après le texte, il fait ensuite tout pour réparer, il s'humilie publiquement, il vote avec Trump sur chaque dossier majeur, il cherche l'approbation, mais cette approbation n'arrive jamais. Dès qu'il cesse d'être utile, Trump soutient quand même un adversaire contre lui. La leçon est encore plus glaçante. La loyauté n'est pas une protection, c'est juste un sursis. Et maintenant, regarde 2023. Kevin McCarthy négocie un accord sur le plafond de la dette. Trump désapprouve en privé. Quelques semaines plus tard, McCarthy est évincé de son poste de speaker. Le message, selon le texte, devient impossible à ignorer. Je peux détruire n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. C'est exactement comme ça que fonctionne un contrôle autoritaire. Tu ne punis pas tout le monde, tu punis quelques-uns et la peur fait le reste. Mais voici le détail qui change tout. Pendant 8 ans, ce schéma a été observé, intégré, accepté. Les sénateurs ont vu des carrières se briser. Ils ont vu des collègues disparaître politiquement et à chaque fois, ils ont conclu que l'obéissance était plus sûre que la résistance. Jusqu'à maintenant. Parce que ce que Trump n'a pas anticipé, c'est une chose simple. La peur ne fonctionne que tant que la menace semble temporaire. Et si cette menace devient permanente, si l'humiliation, la destruction, la pression ne s'arrêtent jamais, alors l'obéissance cesse d'être rationnelle. C'est précisément ce calcul qui commence à se retourner cette semaine. Et ce retournement n'est pas théorique. Il est chiffré, il est électoral et il arrive beaucoup plus vite que prévu. Voici là où les chiffres entrent dans la pièce et où la peur commence réellement à perdre. Selon le texte, 3 facteurs convergent la même semaine et ce n'est pas une coïncidence. D'abord, les mathématiques électorales. Le calendrier 2024 est décrit comme brutal pour les républicains. 23 sièges à défendre contre 11 pour les démocrates. Mais surtout, des données précises circulent en interne. Dans le Montana, l'Ohio, la Pennsylvanie, les républicains chutent de 6 à 8 points lorsqu'ils sont directement associés à Trump. Ce n'est pas une impression. Ce sont des écarts mesurés. Et un sénateur résume la situation avec une phrase citée mot pour mot. Je peux défendre le conservatisme. Je ne peux pas défendre le chaos. Mais ce n'est que la première couche. Le deuxième choc vient de l'international. Le texte parle du désastre du Groenland. Pas comme d'une gaffe embarrassante, mais comme d'un risque réel. Des alliés de l'OTAN sont alarmés. L'establishment militaire s'agite. Un amiral 4 étoiles à la retraite est cité, disant « Ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'instabilité ». Et pour les membres de la Commission des Forces armées du Sénat, le message est limpide. Quand un président menace une action militaire contre un territoire allié, il ne négocie pas. Il déstabilise l'ordre international. Et voici le troisième élément, peut-être le plus lourd. Les murs juridiques se rapprochent. Le texte évoque plusieurs affaires pénales qui s'accélèrent. La Cour suprême refuse des suspensions d'urgence. Les dates de procès se figent. Et un avocat républicain de haut niveau lâche cette phrase en privé. Nous sommes en train de nommer quelqu'un qui pourrait être en détention fédérale en novembre. À ce stade, défendre Trump ne relève plus de la loyauté. C'est une prise de risque existentielle. C'est là que tout se recoupe. Vulnérabilité électorale, instabilité internationale, exposition pénale. Pris séparément, chacun de ces facteurs est gérable. Ensemble, ils changent complètement le calcul coût-bénéfice. Soutenir Trump n'est plus inconfortable. Selon le texte, c'est devenu un suicide politique. Et c'est avec ce nouveau calcul en tête que 4 hommes se retrouvent enfermés dans le bureau de Mitch McConnell mercredi matin. Et ce qui va se passer dans cette pièce ne va pas seulement être symbolique, ça va être structurel. Parce que la question qu'ils vont se poser n'est plus comment survivre à Trump, mais comment survivre sans lui. Voici ce qui se passe réellement derrière cette porte et pourquoi ce moment ne peut pas être effacé. Selon le contenu, les 4 hommes présents ne sont pas là par hasard. Mitch McConnell, l'institutionnaliste. John Thune, le pragmatique. John Barrasso, le loyal
loyalistes sous pression, John Cornyn, l'élu qui regarde les chiffres électoraux droit dans les yeux. McConnell commence par un geste simple, presque clinique. Il lance l'enregistrement. La phrase retentit dans la pièce. « I do not need the Senate. These people work for me. » Il passe l'audio une fois, puis une deuxième fois, et personne ne parle. D'après une source citée, le silence est suffocant, parce que chacun comprend exactement ce qu'il entend. Ce n'est pas un président en colère, ce n'est pas une frustration passagère, c'est une déclaration. Le Sénat est réduit à un outil. Et dans cette pièce, tous savent ce que ça implique. John Thune est le premier à briser le silence. Sa phrase est rapportée clairement. Nous ne pouvons pas défendre ça, ni le Groenland, ni la demande de pouvoir d'urgence, ni la menace de primaire contre nos propres membres. Nous ne pouvons pas aller à la télévision expliquer ça à des électeurs déjà épuisés. Ce n'est pas une posture morale, c'est une admission de rupture. John Barrasso répond, et c'est là que la peur refait surface. Il rappelle ce que tout le monde sait déjà. S'opposer publiquement à Trump, c'est s'exposer à une destruction individuelle. Romney, Cassidy, Cheney, tous ceux qui ont tenu tête ont payé le prix. Alors, en quoi cette fois serait différente? Et c'est là que McConnell se penche en avant et prononce la phrase qui change la logique entière. Il va nous détruire de toute façon. La seule question est de savoir si nous tombons en le défendant ou en défendant l'institution. Observe bien ce basculement. À cet instant précis, le calcul n'est plus personnel. Il devient collectif. John Cornyn ajoute la réalité brute. Au Texas, il est donné perdant de 4 points. Et chaque point, selon lui, est lié au chaos adjacent à Trump. Ses électeurs ne demandent pas des slogans, ils demandent de la stabilité. Et ils ne veulent pas que leurs sénateurs expliquent pourquoi un président menace un territoire allié. C'est ici que la discussion cesse d'être théorique. McConnell ne propose pas un geste symbolique. Il propose une structure, une lettre commune, un refus clair de voter l'expansion des pouvoirs d'urgence, une rupture publique si Trump lance des primaires contre des sénateurs en exercice. Et surtout, l'engagement que la direction du parti utilisera toute la force financière du comité sénatorial pour protéger les sortants. Puis, il pose la question qui compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Thune dit oui immédiatement. Cornyn dit oui. Barrasso se tait, 30 secondes, décrites comme les plus longues de la réunion, puis il lâche. Tu me demandes de commettre un suicide politique. Et McConnell répond, je te demande de faire ton travail. Barrasso dit oui. 4 hommes, 4 accords. Et selon le texte, à ce moment précis, la structure qui maintenait le Parti républicain soudé depuis 8 ans commence à se fissurer. Et ce qui va suivre va se produire à une vitesse que personne n'avait anticipée. Ce qui suit n'est plus une discussion. C'est une réaction en chaîne. Selon le texte, à 9h15, McConnell passe à l'action. Pas de communiqué, pas de fuites immédiates. Il appelle personnellement 15 sénateurs républicains influents. Le message est direct, sans détour. On y va. Est-ce que tu es avec nous? 3 réponses positives arrivent presque instantanément. Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski. Rien de surprenant, mais 2 autres réponses provoquent un choc interne. Lindsey Graham, Marco Rubio. Arrête-toi une seconde ici, parce que c'est là que l'histoire accélère. Lindsey Graham n'est pas un sénateur parmi d'autres. Le texte le décrit comme le défenseur le plus vocal de Trump. Golf le week-end précédent. Des centaines d'apparitions télévisées pour le protéger contre chaque enquête, chaque inculpation, chaque controverse. Et pourtant, selon une source proche de lui, Graham lâche cette phrase lors d'un appel privé. « J'ai tout défendu, mais je ne défendrai pas la menace d'envahir un territoire allié. Je ne défendrai pas le démantèlement de l'autorité du Sénat. Il y a une ligne et il vient de la franchir. » À 10h47, la lettre est rédigée. 5 pages, langage juridique, cadre constitutionnel et une phrase clé citée directement. Nous ne pouvons plus, en bonne conscience, permettre des comportements qui menacent l'ordre constitutionnel et sapent les prérogatives institutionnelles du Sénat des États-Unis. 12 signatures sont déjà acquises avant midi. Ce n'est plus une hypothèse, c'est un bloc. À 11h30, Trump est informé. Un aide l'alerte par message chiffré. Le texte du message est clair. McConnell et 11 autres signent une lettre contre l'expansion des pouvoirs d'urgence.
Publication aujourd'hui. Sa réponse, selon des messages qui circulent ensuite à la Maison-Blanche, tient en un mot, en majuscule, traître. Et là, tout s'emballe. À 12h15, Trump appelle Lindsey Graham. L'appel dure moins de 2 minutes. D'après une source briefée sur la conversation, Trump dit « Tu es mort pour moi ». Graham répond « Alors je suis mort ». Fin de l'appel. Trump appelle Marco Rubio. « Je t'ai fait, je te détruirai ». Rubio répond « Tu te détruis toi-même. Fais ce que tu dois faire ». Puis Trump tente d'appeler McConnell 3 fois. Aucune réponse. À 13h40, la fracture devient visible de l'extérieur. Les républicains de la Chambre publient un communiqué de soutien total au président. Les républicains du Sénat restent silencieux. Les journalistes le remarquent immédiatement. À 14h, les grands médias titrent sur le refus du leadership sénatorial de soutenir la demande de pouvoir d'urgence. À 15 heures, la lettre fuite volontairement. Le Washington Post la reçoit. Politico confirme les signatures en quelques minutes. Ce n'est plus une tension interne, c'est une révolte ouverte. Mais voici le détail qui arrive 20 minutes plus tard et qui change encore d'échelle. Selon un stratège républicain ayant vu les documents internes, la direction du Sénat a déjà préparé un plan de contingence en 3 étapes si Trump riposte. Ce n'est pas une improvisation, c'est une guerre anticipée. Et la question qui se pose maintenant est simple mais vertigineuse. Que se passe-t-il si Trump choisit l'escalade totale? Maintenant, sortons des couloirs du Sénat et revenons à toi, parce que selon le contenu, ce conflit n'est pas abstrait. Il commence déjà à produire des effets réels. Quand un président menace d'étendre des pouvoirs d'urgence, ce ne sont pas des sénateurs anonymes qui encaissent d'abord. Ce sont des décisions qui touchent la stabilité économique, la politique étrangère, la sécurité et la confiance générale. Le texte montre que cette instabilité se diffuse vite, les marchés regardent, les alliés regardent, les électeurs regardent, et au milieu de ce chaos, des millions de personnes ordinaires se retrouvent avec une seule sensation dominante, l'épuisement. Regarde les mots utilisés par les sénateurs eux-mêmes. Chaos, instabilité, fatigue des électeurs. Ce ne sont pas des slogans de campagne, ce sont des diagnostics. Quand John Cornyn explique que ses électeurs veulent de la stabilité et de la gouvernance, il ne parle pas de débats idéologiques. Il parle de gens qui ne veulent plus se réveiller chaque matin en se demandant quelle crise va éclater avant midi. Et ce malaise ne s'arrête pas aux électeurs. Selon le texte, il descend jusqu'aux équipes. 42 collaborateurs républicains du Sénat signent une lettre interne. 42. Ils écrivent noir sur blanc. Nous ne pouvons plus, en bonne conscience, défendre l'indéfendable. Ils menacent de démission massive si leur sénateur recule. C'est inédit. Les gens qui répondent au téléphone, qui rédigent les communiqués, qui font tourner la machine quotidienne, refusent de continuer. Quand ça arrive, ce n'est plus de la politique, c'est une paralysie. Et pendant ce temps, la pression extérieure monte aussi. Les donateurs réagissent. 3 grands financeurs républicains publient une déclaration commune. Nous soutenons la gouvernance constitutionnelle et la stabilité institutionnelle. Le texte précise que c'est un langage codé. Traduction implicite, l'argent suivra le Sénat, pas Trump. La Chambre de commerce des États-Unis parle de stabilité constitutionnelle essentielle à la croissance économique. L'Association nationale des industriels répète le message. Là encore, ce n'est pas idéologique, c'est transactionnel. Si tout cela te semble familier, cette impression que tout est toujours au bord de la rupture, que chaque semaine apporte une nouvelle escalade, dis-le dans les commentaires. Parce que selon ce récit, ce sentiment n'est pas accidentel. Il est le produit direct d'un système qui fonctionne sous tension permanente. Et c'est précisément ce mécanisme qu'il faut maintenant comprendre. Pas pour s'indigner, mais pour voir comment une telle situation devient possible et pourquoi elle peut continuer à s'aggraver. Maintenant, prenons de la hauteur, parce que si tu regardes seulement les personnages, tu rates le mécanisme. Ce que le texte révèle, ce n'est pas seulement une crise politique, c'est le fonctionnement d'un système sous pression. Trump ne gouverne pas seulement par décision. Il gouverne par spectacle, par menace et par accélération permanente. Chaque crise chasse la précédente. Chaque excès devient la nouvelle norme. Et tant que tout le monde réagit individuellement, ce système tient. Chacun pense, si je me fais discret, si je me plie, si j'attends que ça passe, je survivrai. C'est exactement comme ça que le contrôle s'installe.
Mais voici l'insight clé. Ce mécanisme dépend d'une chose, l'isolement. Tant que Romney est seul, il est puni. Tant que Cassidy est seul, il est humilié. Tant que chacun encaisse séparément, le centre de gravité reste chez Trump. Ce que McConnell fait selon le texte, ce n'est pas un acte de courage individuel, c'est une rupture de design. Il transforme un risque personnel en risque partagé. Et à partir de là, la dynamique change complètement. Regarde comment chaque levier est neutralisé. Les primaires, le comité sénatorial promet de défendre les sortants avec 50 millions de dollars. L'attaque médiatique, une lettre collective signée, impossible à cibler, individu par individu. La pression idéologique, un cadrage constitutionnel, pas partisan. Même la riposte de Trump perd de son efficacité parce qu'il ne peut plus désigner un traître unique. Il doit attaquer un bloc. Et attaquer un bloc, c'est révéler que le bloc existe. Mais voici le point le plus dérangeant. Rien de tout cela n'était impossible avant. Le texte est clair. Le Sénat a toujours eu ses pouvoirs. Il a toujours eu cette autorité constitutionnelle. Ce qui manquait, ce n'était pas le droit, c'était la coordination. Pendant des années, la faiblesse n'était pas imposée. Elle était choisie par peur des conséquences individuelles. Et dès que cette peur cesse d'être rationnelle, l'institution se réveille. C'est pour ça que ce moment dépasse Trump. Il montre que le pouvoir n'est pas seulement une question de personnalité, c'est une question d'incitation. Quand l'incitation change, le comportement suit. Et maintenant que ce mécanisme est visible, une autre question devient impossible à éviter. Si le système peut résister, jusqu'où est-il prêt à aller pour le faire? Voici maintenant où tout cela se dirige et pourquoi personne ne contrôle plus vraiment le rythme. Selon le texte, à partir de ce moment-là, 2 trajectoires se dessinent clairement et aucune n'est stable. La première, c'est le recul. Trump pourrait modérer le ton, enterrer la demande d'extension des pouvoirs d'urgence, déclarer victoire symbolique et passer à autre chose. Le contenu lui-même attribue à ce scénario une probabilité d'environ 25 %. Pas impossible, mais incompatible avec son schéma habituel. Reculer signifierait reconnaître une limite imposée par son propre camp. Et jusqu'ici, ce n'est jamais ainsi qu'il a opéré. La deuxième trajectoire est celle du pourrissement contrôlé. Trump continue d'attaquer, mais sans déclencher une guerre totale de primaires. Le Sénat tient sa ligne sans aller jusqu'à une résolution formelle limitant les pouvoirs d'urgence. Une fracture lente, permanente, qui s'installe jusqu'à l'élection. Le texte estime cette option à 50 %. C'est le scénario du bruit constant, de la tension continue, de l'usure. Rien n'explose, mais rien ne se répare non plus. Et chaque jour, la distance entre Trump et le Sénat s'agrandit un peu plus. Mais voici la trajectoire qui inquiète vraiment ceux qui sont dans la pièce. La rupture ouverte. Trump lance des primaires massives. Le Sénat avance avec des démocrates pour limiter formellement les pouvoirs exécutifs. Le parti se coupe en deux, publiquement. Le texte donne 25 % à ce scénario, mais avec une précision importante. La dynamique actuelle glisse lentement vers lui. Pas par un choc unique, mais par accumulation. Chaque attaque rend le retour en arrière plus coûteux. Chaque escalade rend la réconciliation moins crédible. Et pendant que ces scénarios sont débattus, Trump choisit déjà une direction. Selon le contenu, jeudi matin, il annonce un meeting d'urgence en Caroline du Sud, l'État de Lindsey Graham. Le message est limpide, vrai républicain contre rhino. Ce n'est plus une menace voilée, c'est une déclaration de guerre interne. Quelques heures plus tard, il réunit ses alliés les plus fidèles à la Maison-Blanche. Une campagne de pression maximale contre les sénateurs est évoquée. Puis viennent les appels à manifester devant les bureaux du Sénat. La sécurité est renforcée. La tension monte d'un cran. Et c'est là que le détail le plus discret devient le plus décisif. Pendant que Trump escalade, McConnell fait l'inverse. Selon 3 sources citées, il contacte discrètement 5 sénateurs démocrates modérés. Pas de caméra, pas de déclaration. Une question simple, si une limitation des pouvoirs d'urgence arrive sur le sol du Sénat, serez-vous là? Les 5 disent oui. Le calcul est fait. 17 républicains engagés, 5 démocrates prêts, 22 voix potentielles. 18 suffisent. Mathématiquement, Trump a déjà perdu ce combat précis, même s'il ne le sait pas encore.
Et quand un dirigeant continue d'escalader une bataille qu'il a déjà perdue sur le fond, il ne reste plus qu'une inconnue, ce qu'il fera quand il s'en rendra compte. Alors revenons à l'essentiel, parce que ce qui s'est passé cette semaine n'est pas un épisode de plus, c'est un révélateur. Selon le contenu, cette crise n'est pas née du Groenland, ni d'un texte précis, ni même d'un excès de langage. Elle est née au moment où Donald Trump a exigé une obéissance totale et où le Sénat a répondu non. Pas par émotion, pas par indignation, par calcul. Le calcul que défendre Trump coûte désormais plus cher que s'en détacher. Et quand ce calcul devient partagé, le pouvoir change de camp sans qu'un seul vote n'ait encore lieu. Voilà la phrase qui résume tout, même si elle n'est jamais dite explicitement. Trump n'a pas perdu parce qu'il était trop fort. Il a commencé à perdre parce qu'il a exigé trop. Le système qu'il contrôlait par la peur s'est fissuré au moment où cette peur a cessé d'être une protection et est devenue une condamnation. Ce n'est pas une révolte émotionnelle, c'est une fracture structurelle. Et une fracture structurelle ne se recolle pas avec un discours ou un meeting. Mais voici la boucle qui reste ouverte. Quand un leader habitué à l'obéissance découvre que l'obéissance n'est plus garantie, il ne devient pas modéré, il devient imprévisible. Le texte est clair. Trump n'a jamais reculé face à une limite interne. Alors la vraie question n'est plus de savoir s'il va attaquer, c'est de savoir jusqu'où il est prêt à aller contre son propre camp pour reprendre le contrôle. Et c'est là que cette histoire ne se termine pas. Parce que dans les prochaines heures, une chose va devenir évidente. Soit cette révolte se transforme en précédent durable, soit elle devient un avertissement raté. Et ce qui fera la différence, ce ne sont pas les déclarations publiques. Ce seront les prochains gestes silencieux, les prochains ralliements et la prochaine escalade. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment quand un parti commence à se retourner contre son propre leader, abonne-toi. Parce que cette crise n'est pas un point final, c'est le début d'un nouveau rapport de force. Et les prochaines décisions vont te dire très clairement qui contrôle encore le jeu et qui est en train de le perdre.